À Seijo, dans la ville de Setagaya, métropole de Tokyo, se trouve un manoir luxueux où résident 7 magnifiques frères et sœurs, entourés de domestiques qui répondent à leurs moindres besoins. Dans la salle à manger, les 2 frères discutent. Arata, 16 ans, demande à son frère Shion comment se trouvait une petite amie. Shion, scotché à son téléphone, lève à peine les yeux et répond quelque chose comme « Comment veux-tu que je sache ?» Arata insiste, il veut savoir comment la relation de Shion avec Yu a commencé. Shion, un peu agacé, dit « Ça s'est fait comme ça, y a pas de formule ». Puis il retourne la question et demande ce qui s'est passé avec la fille avec qui Arata flirtait. Arata explique qu'il lui a juste dit qu'elle était vraiment jolie, rien de bien méchant. Shion lui dit que ça ne le mènera nulle part, qu'il doit se bouger, et lui rappelle qu'en tant que fils de millionnaire et personnage principal d'un anime, il pourrait avoir n'importe qui. Mais Arata, romantique invétéré, attend son âme sœur ou quelque chose comme ça. À ce moment, les sœurs arrivent, le waifu squad. Oka les interrompt, disant qu'ils font honte à la famille. Seiya, avec des stats totalement inventés, affirme que les mecs passent 90% de leur temps à parler des filles. Les 3 autres sœurs balancent aussi quelques commentaires, plus par obligation que par réelle conviction. Oka accuse Arata d'essayer de soutirer des détails croustillants à Shion sur sa relation avec Yu. Arata réfute ces accusations, mais Shion, pour envenimer les choses, ment en disant qu'Arata trouvait que Oka faisait beaucoup plus femme, récemment. Excédé, Oka appelle son chien et lui ordonne de mordre ce qu'il faut pour punir ce pervers en présence de ses sœurs. Sans tarder, le chien bondit sur son postérieur et s'en donna à cœur joie comme s'il avait trouvé de la viande. Alors que notre gars souffre le martyre, les filles ne peuvent s'empêcher de se moquer de lui. Une fois le chien rappelé, Arata tente de se défendre, mais Seiya ramène sur le tapis ce qui s'est passé avec Kotono, la plus jeune. Banri, l'aîné, leur demande d'être plus indulgent avec le petit pervers, vu qu'il est en pleine puberté. Mais Oka réplique que c'est exactement ce genre de pensée qui l'a rendu comme ça. Banri dit que le comportement d'Arata est compréhensible, vu qu'il est entouré de waifus sublimes toute la journée. Seiya intervient et rappelle que les relations amoureuses au sein d'une même famille sont mauvaises pour la descendance, selon les études. Mais Banri, fidèle à son style provocateur, affirme que la science est incapable d'expliquer les caprices du cœur humain. Il en profite pour lancer une pique à Seiya, insinuant qu'elle est probablement déjà amoureuse de quelqu'un, ce qui la fait rougir. Banri se moque ensuite des sœurs cadettes, les taquinant parce qu'elles restent encore de simples gamines. Minami intervient, disant qu'elle trouve son frère génial. Arata, ravie du compliment, s'approche pour la remercier, et elle l'envoie au tapis d'un crochet du droit bien net. Puis elle s'excuse, disant que c'était juste un réflexe, typique d'une athlète née comme elle. Après ce petit incident, ils s'organisent tous pour fêter l'anniversaire de Kotono le samedi. Ça réglé, ils partent à l'école. Même s'ils ont plus d'argent que de bon sens, ils prennent le métro, tellement humbles. En marchant, les gens les regardent comme s'ils étaient un boys band tout droit sorti d'un magazine. Arata est agacé par l'attention, comme s'il vivait dans une comédie romantique. Et franchement, peut-être que c'est le cas. Petit topo sur les waifus pour ne pas vous perdre. Banri, l'aîné, 18 ans, est à une université prestigieuse mais étudie pour devenir infirmière. Seiya, 17 ans, en dernière année de lycée, est le cerveau de la bande. Oka, 16 ans, en 2e année de lycée, est la plus populaire. Minami, 15 ans, première année, est tout en musclé en énergie. Et enfin, Kotono, 14 ans, collégienne, est le classique type timide, calme et adorable. Retour au garçon, Shion demande à Arata si elle lui a vraiment avoué ses sentiments. Arata, un peu mal à l'aise, admet que oui, mais dit qu'il n'est pas assez tordu pour répondre à ses sentiments. De toute façon, il a déjà quelqu'un d'autre en tête, et comme elle n'est pas de la famille, c'est un gros plus. Shion lui dit que même si Arata a tout pour séduire n'importe quelle fille, ses traumatismes d'enfance l'ont transformé en gros flemmard en matière de romance. Plus tard, chez eux, Arata stalk obsessionnellement le profil de Lala, la fille qu'il aime, mais la peur le paralyse au point qu'il n'arrive même pas à lui envoyer une demande d'amis. À ce moment, Oka entre et lui demande de lui passer les devoirs. Ils s'assoient pour étudier ensemble, mais Arata ne peut s'empêcher de lui jeter quelques regards. Embarrassé, il finit par lâcher qu'elle devrait peut-être se couvrir un peu plus. Oka lui rappelle qu'ils prenaient leur bain ensemble quand ils étaient petits, donc pas de quoi en faire un drame maintenant. Puis, direct, elle lui demande qui est la fille qu'il aime, disant que Shion a déjà craché le morceau et qu'il est super accro à quelqu'un. Elle insiste pour qu'il se confie, arguant que des jumeaux doivent se soutenir dans ce genre de truc. Arata résiste mais finit par avouer qu'il a dit à Lala qu'elle était jolie. Oka, tout excité, dit qu'elle connaît Lala et peut totalement lui arranger un rencard. Mais Arata l'arrête, disant qu'il ne veut pas de son aide. Oka lui rappelle qu'il est l'héritier de leur père et qu'il devrait au moins faire un effort pour lui. Mais Arata tient bon et dit qu'il le fera à sa façon, c'est-à-dire mater Lala de loin pendant des jours jusqu'à ce qu'elle se sente si mal à l'aise qu'elle finisse par le remarquer. Oka, excédé, explose, bon, eh bien, va te faire voir. J'essaie d'aider comme une personne décente, et toi, tu fais l'idiot. Très bien,
reste là tout seul, vierge et pleurnichard, salut, loser. Pendant ce temps, dans la chambre de Kotono, elle regarde une photo de ses frères et sœurs, mais la façon dont elle fixe Arata n'a rien de très fraternel. Puis Arata passe en mode philosophe et se met à divaguer sur le destin, comment tout est déjà écrit, même qui sont tes frères, sœurs et âmes sœurs, ou un truc du genre. Honnêtement, j'ai un peu décroché. Samedi arrive, et tout le monde se prépare pour fêter l'anniversaire de Kotono. Ils descendent dans la salle à manger pendant qu'Arata monologue dans sa tête. Minami rend les écouteurs qu'Oka lui avait prêtés, mais il en manque un. Oka s'énerve et lance, sérieux, je fais quoi avec un seul? Surtout qu'elle les avait prêtés parce que Minami avait perdu les siens, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Arata, voyant l'attention lui échapper, intervient avec un discours de paix, on est frères et sœurs, on ne devrait pas se disputer. Et là, leur père arrive pour le dîner. Avant le toast, il annonce qu'il a quelque chose d'important à dire. Maintenant que Kotono a 15 ans, il est temps de leur révéler la vérité, ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ils peuvent se mettre en couple entre eux s'ils veulent. Fêtez bien. Arata, complètement sonné, demande ce que ça veut dire. Leur père explique qu'ils sont tous adoptés, qu'ils sont assez grands pour comprendre, et qu'il avait promis à sa défunte épouse de révéler la vérité une fois que la plus jeune aurait 15 ans. Bien que Shion et Minami soient jumeaux, il précise que les autres n'ont aucun lien de sang. Il dit qu'il comprend qu'ils soient tous choqués, mais qu'à partir de maintenant, il sera totalement honnête et répondra à toutes leurs questions. Et hop, sujet clos, on passe à la fête. Ouais, juste comme ça. La bonne commence à servir le dîner pendant que tout le monde est encore en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont probablement chanté joyeux anniversaire avec l'énergie émotionnelle d'une thérapie de groupe post-traumatique, mais malheureusement, on ne voit pas ça. Ils finissent le dîner et passent au salon pour prendre le thé ensemble. Banri dit à la bonne de partir, qu'elle prend le relais, car il y a des affaires familiales sérieuses à discuter. La seule qui a bien mangé, c'est Minami, mais c'est son truc, la bouffe. Banri commente que la petite doit tenir l'optimisme de son père, ce à quoi Seiya répond que ça n'a rien à voir avec la génétique, et même si c'était le cas, elle n'est même pas sa fille biologique. Aïe. Oka ajoute que leur père a choisi le pire moment pour lâcher la bombe. Ouais, il aurait au moins pu attendre qu'il coupe le gâteau. Mais Seiya contre en disant qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait promis à leur défunte mère, et que c'était maintenant ou jamais. Oka comprend, mais se sent trahi. Ça lui fait mal qu'on leur ait caché quelque chose d'aussi important si longtemps. Puis Seiya demande à Banri si elle ne se souvient pas de quelque chose d'étrange, comme le fait que quand Kotono est arrivée à la maison, elle avait déjà environ 4 ans. Banri marque une pause, réfléchit, et dit qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Mais ses frères et sœurs la regardent avec un air de ne ment pas, balance. Elle insiste en disant que ça n'a pas d'importance, que l'important, c'est qu'ils ont grandi ensemble, et même s'ils n'ont pas de lien de sang, ils restent frères et sœurs. Donc, pas de trucs bizarres entre eux. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde, sauf Kotono, qui est clairement accro à son grand frère. Arata va dans sa chambre et commence à réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Soudain, on le voit se diriger vers la salle de bain. En arrivant, il voit les sous-vêtements de sa sœur dans le panier à linge, et pour la première fois de sa vie, ça le perturbe plus que d'habitude. Hier, ça ne semblait pas grave, mais aujourd'hui, ils ne sont plus liés par le sang, et ça change les règles du jeu. Pourtant, Arata se répète qu'ils sont sa famille et qu'il ne cédera pas à la tentation. Il se déshabille et entre dans la baignoire, et oh, surprise, quelqu'un est déjà dedans. Et pour rendre ça encore plus perturbant, il s'agit de Kotono, la seule des sœurs plus que prête à ce que les choses deviennent bizarres. Il hurle, se couvre avec une serviette et essaie de sortir en s'excusant 1000 fois. Mais Kotono, calme, l'arrête et lui demande de lui laver le dos, comme il le fait toujours. Ça sonne plus crépi que ça ne devrait. Arata, encore sous le choc, accepte. Il s'assoit derrière elle et commence à lui frotter le dos, se disant qu'il l'a fait 1000 fois et qu'il ne doit pas avoir de pensée tordue. Kotono, totalement détendue, lui dit qu'elle aime comment il lui frotte le dos et qu'elle ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle n'est pas très souple. Arata essaie de survivre mentalement à la scène et lui dit de se dépêcher pour rester au chaud, sinon elle va attraper froid. Pendant ce temps, en bas, dans la salle à manger, Oka continue de siroter son thé. On n'a jamais assez de thé quand ton père vient de t'annoncer que tu n'es pas sa fille et que tu peux épouser tes frères et sœurs. Shion s'approche pour parler, et Oka dit qu'elle se sent mal pour Kotono, qui apprend une nouvelle aussi énorme le jour de son anniversaire et si près des examens d'entrée. C'est pas cool. Shion répond que tout ira bien, que les notes ne seront pas un problème, mais Oka n'est pas si sûre. En tant que cadette, elle pense que tout le monde devrait mieux prendre soin d'elle. Elle demande aussi à Shion ce qu'il pense de tout ce bazar. Il hausse les épaules et dit que tout est arrivé si vite qu'il est encore en train de digérer. Oka, d'un ton un peu vulnérable, demande s'il sait ce qu'Arata pense de tout ça. Shion, intrigué, lui demande si ça l'intéresse vraiment. Oka devient sérieuse et lui dit de ne pas compliquer les choses. Elle a passé des années à croire qu'ils étaient jumeaux, donc elle le voit comme une partie d'elle. Shion dit qu'Arata ressent probablement la même chose, mais qu'il reste l'héritier de la maison et son frère.
Il se demande aussi comment le monde les verra maintenant qu'ils pourraient techniquement se marier. Pendant ce temps, à l'étage, dans la salle de bain, Kotono enlace son grand frère, complètement nu. Concernant toute cette histoire qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, Shion mentionne à la fille aux cheveux roses qu'ils pourraient se marier, ce qui ne lui plaît absolument pas, car l'idée dernière la dégoûte rien qu'à y penser. Il précise que c'est juste une hypothèse, puisque, n'étant pas liés par le sang, la loi ne l'interdit pas. Elle continue de ressentir des nausées à cette idée et lui demande si c'est à ça qu'il pense tout le temps. Il lui explique que non, qu'il ressent juste de la gratitude d'avoir une sœur aussi gentille et jolie qu'elle. La fille aux cheveux roses ne le croit pas et, en plus, se sent gênée, car l'idée a dû lui traverser l'esprit. Maintenant qu'elle y pense, elle veut savoir ce qui s'est exactement passé entre le protagoniste et Kotono. Il raconte que, selon ce que le protagoniste lui a dit, Kotono lui a confessé être amoureuse de lui. Elle veut plus de détails sur ce potin, alors Shion explique qu'Arata l'a rejeté, mais comme elle a refusé d'accepter un non, elle s'est rapprochée de force du protagoniste, et c'est ainsi que les choses se sont passées. Le protagoniste a pris toute la responsabilité de l'affaire pour que personne ne soupçonne Kotono, mais en réalité, c'est elle la coupable de tout. Shion pense que Kotono est non seulement confuse, car à cet âge, l'affection et l'amour sont souvent confondus. Et là, l'ambiance devient très tendue, car elle confesse au protagoniste qu'elle l'aime trop, mais il lui demande de se calmer, car tout ça n'est pas correct. Elle veut une explication, mais le protagoniste lui dit que c'est évident, même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils restent frères et sœurs, alors il s'engage à la protéger et à prendre soin d'elle, mais pas de la manière qu'elle voudrait, plutôt comme de vrais frères et sœurs. Kotono dit que le protagoniste est la personne la plus gentille qu'elle connaisse, mais aussi la plus cruelle. D'un autre côté, leur père déclare avoir enfin tenu la promesse faite à sa femme, ce qui le met enfin en paix. Cependant, une visite inattendue vient d'arriver. Notre protagoniste n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe avec Kotono. Bien qu'il soit vrai qu'ils ne sont pas liés par le sang, il ne peut tout simplement pas arrêter de la voir comme sa petite sœur, il ne peut pas ignorer un fait aussi important. En entrant dans sa chambre, il tombe sur Seiya. Il lui demande ce qu'elle fait là, mais elle lui dit que s'il a quelque chose à cacher, il ferait mieux de fermer la porte. Elle lui demande aussi où il était, mais Arata ment en disant qu'il se promenait, car il ne peut pas raconter ce qui s'est passé avec Kotono. Elle ne le croit pas, mais dit que c'est étrange, la chambre du protagoniste est la plus petite de toutes, mais elle semble assez grande. En effet, il a eu la plus petite à cause d'un tirage au sort, et évidemment, il a perdu. Arata ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas pourquoi la geek est venue, mais de manière inattendue, elle s'approche de lui et lui dit que ça doit rester un secret absolu. Il ne comprend rien à ce qui se passe, il ne voit pas pourquoi elle agit ainsi, alors qu'elle est censée avoir arrêté de chercher le contact physique il y a longtemps. La geek lui dit qu'elle l'a vu avec Kotono dans la salle de bain tout à l'heure. Le protagoniste n'en revient pas et lui demande ce qu'elle a vu exactement. Elle répond qu'elle a pratiquement tout vu. En fait, elle allait prendre une douche, mais elle les a entendus tous les deux là-dedans. Seiya savait déjà quelque chose à ce sujet, car il est normal que les adolescents confondent le sens ou le sentiment entre amour et affection, donc au début, elle n'y a pas accordé tant d'importance. Cependant, il est probable que la nouvelle qu'ils ont reçue aujourd'hui ait fait tomber toutes les barrières de Kotono. La geek a supposé que le protagoniste a agi comme un grand frère, ce qui est parfait, mais elle voulait vérifier en personne qu'il ne succomberait pas ensuite au charme de n'importe quelle fille. Le protagoniste pense qu'elle aurait pu le faire de manière beaucoup moins directe, mais elle considère que ça n'a pas d'importance, car elle n'a aucun intérêt romantique pour lui, donc c'était la manière la plus simple et directe. Sur ce, elle aborde soudainement le sujet des relations entre proches, qui sont interdites pour des raisons génétiques, mais elle pense que, vu qu'ils ne sont pas liés par le sang, ça change beaucoup de choses, et le contexte aussi. En gros, ils pourraient faire l'amour sans aucun problème. Ça rend le protagoniste tout rouge, car il ne veut pas penser à ce genre de choses. Elle semble avoir fini ici et lui demande de faire très attention, car Kotono pourrait aller trop loin. Elle est personnellement contente qu'il ait réussi à garder son calme, mais avant de partir, elle lui demande de lui montrer un peu de respect, car elle est sa grande sœur, mais aussi un peu d'affection. Notre protagoniste ne sait pas ce qui se passe avec cette journée, elle est complètement folle. Il commence à croire que tout ça sort d'une telenovela. Pourtant, il sait qu'il a passé 16 ans à être le frère de toutes, et ça ne changera pas du jour au lendemain. Pendant ce temps, Minami demande à la geek ce qu'elle fait là, mais elle répond que rien de particulier. Le lendemain matin, Arata a mal à la tête à cause de tout ce qui s'est passé la veille. Sur le point de partir à l'école, il tombe sur Kotono et Banri, qui portent des uniformes d'infirmières. Le protagoniste leur demande pourquoi elles sont habillées comme ça, et Banri explique que c'est pour leur pratique, et qu'elle en a profité pour l'essayer avec Kotono. Elle lui demande s'il aime comment elles sont, mais le protagoniste évite de répondre pour des raisons évidentes. En sortant, Shion pense que Banri essayait juste de détendre l'atmosphère. Sur le chemin de l'école, les gens ne peuvent s'empêcher de complimenter les filles, encore impressionnées par leur beauté et par le fait miraculeux qu'elles soient toutes sœurs.
Xion se demande sérieusement comment les gens réagiraient s'ils apprenaient qu'ils ne sont pas liés par le sang, mais pour l'instant, le protagoniste ne veut pas y penser. Au cours de la journée, il a remarqué que tous ses frères et sœurs agissent à l'école comme si de rien n'était, alors que lui est très pensif. Soudain, Minami arrive pour le saluer, car pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas d'entraînement. Le protagoniste la regarde fixement, car il sait qu'elle est très joyeuse et insouciante, mais elle lui demande pourquoi il la fixe comme ça. Arata change de sujet en disant qu'il pensait juste à la pression qu'elle doit ressentir de la part de son entraîneur, car elle travaille toujours dur, a gagné plusieurs compétitions et pourrait même aller aux Jeux Olympiques, ce qui est impressionnant. L'athlète dit que oui, elle fait juste ce qu'elle aime le plus. Le protagoniste la félicite, car c'est un grand talent de pouvoir aimer ce à quoi on se consacre. Juste à ce moment-là, un groupe de filles arrive pour demander des autographes et des photos à Minami, car elle est visiblement très populaire. Le protagoniste lui demande qui elles étaient, et il s'avère que ce sont des membres de son fan club, qui apparemment ont vu une photo d'elle avec l'uniforme masculin. Le protagoniste n'en revient pas. Ensuite, Minami lui demande s'il rentre directement à la maison, car si c'est le cas, ils pourraient traîner ensemble. Elle lui dit qu'elle adorerait, mais malheureusement, elle a raté ses examens et a séché l'entraînement pour étudier et se mettre à jour. Le protagoniste n'est pas surpris, car bien qu'elle soit l'une des meilleures athlètes du Japon, ses notes sont désastreuses. Arata dit qu'il la comprend et décide de l'aider un peu avec ça. C'est ainsi qu'il se retrouve dans un endroit qui ressemble à un karaoké, où il lui explique comment utiliser plusieurs formules pour résoudre certains exercices. Ce qu'Arata découvre maintenant, c'est que Minami, de près, est vraiment mignonne et adorable, mais très distraite, car la plupart du temps, elle regarde autre chose au lieu de prêter attention à ses explications. En fait, à l'examen qu'elle a passé, elle s'est trompée sur presque tout. Bien qu'il soit censé étudier, elle insiste pour aller chanter un peu, profitant de l'ambiance, et elle se lance dans une chanson incroyable sur le fait qu'elle est nulle en études. Au moins, elle est honnête. Elle continue de chanter, le protagoniste semble s'amuser, mais il est surpris de voir à quel point elle peut s'amuser avec n'importe quoi. Arata n'a aucun mal à être avec elle, et il semble qu'elle soit celle avec qui il passe le meilleur moment. En sortant, le protagoniste voit la fille qu'il aime, alors il se cache immédiatement. Minami s'en rend compte, mais pour l'instant, elle ne dit rien. De retour à la maison, elle est heureuse de s'être autant amusée, mais le protagoniste n'est pas complètement satisfait, car l'objectif était d'étudier, pas de chanter. Elle change de sujet en disant que ce qui s'est passé la veille était faux. Il lui demande ce qu'elle en pense, et elle répond qu'elle ne voit pas pourquoi leur père leur mentirait. Donc, la question maintenant est, qui sont les parents biologiques de chacun? Pour l'instant, le mieux serait de discuter avec lui pour qu'il leur donne plus de détails. Le protagoniste ne s'attendait pas à une réponse aussi sensée de la part de Minami. Cela dit, elle dit qu'elle s'inquiète pour Kotono, car c'est la plus jeune et la plus fragile. Ce qui amuse le plus la fille aux cheveux verts, c'est que, en fin de compte, le protagoniste n'est pas leur frère et n'est qu'un gars de l'école. Notre garçon lui demande de baisser un peu la voix sur ce sujet, mais elle continue en disant que ce qui compte maintenant, ce n'est pas comment ils s'appellent entre eux, car le lien qu'ils ont forgé pendant plus de 15 ans a bien plus de valeur. Elle lui demande donc de ne pas se déprimer juste parce que la fille qu'il aime a un petit ami. Arata ne comprend tout simplement pas comment elle est au courant, mais bien sûr, il s'avère qu'elle lui a tout raconté, sacrément bavarde, la fille. Minami veut lui dire qu'elle connaît toutes ses qualités, celles du protagoniste. Elle sait qu'il est intelligent, drôle, responsable et qu'il aime beaucoup ses frères et sœurs, alors elle lui demande de se remonter le moral. À la maison, Minami lui offre un cadeau, des mini-gâteaux qu'elle adore apparemment. La fille aux cheveux roses lui demande pourquoi elle lui donne ça, et il s'avère que c'est pour accompagner les AirPods qu'elle avait perdus auparavant. L'un d'eux était perdu dans la salle de son club, alors elle veut s'excuser. Elle accepte, mais lui rend aussi les AirPods à condition qu'elle ne les perde plus. Mais maintenant que tout est réglé, elle lui demande de descendre manger les petits gâteaux avec les autres, car il y en a trop pour elle seule.